On m'a dit que vous étiez un phénomène. C'est la première fois que je vous entends, mais pas la dernière. Pouvez-vous vraiment re, c'est très bien écrit, répondre à toutes les questions posées par l'humanité? Est-ce que Jean-Baptiste est réincarné et où? Je les pose toutes. Non, une à la fois, comme d'habitude. Pas de changement. Bon, la première question, c'est une question qu'on ne pose jamais à quelqu'un, parce que s'il répond oui, ça veut rien dire. S'il répond non, ben là, ça veut rien dire non plus. Est-ce que Jean-Baptiste est réincarné, oui, ou au Québec? Mais personne ne le sait d'ailleurs. Il est personne ne le sait ou on veut pas le dire? Non, la personne qui pose la question le sait. Il est réincarné et au Québec. D'ailleurs, il s'en est même déjà vanté. Ah bon? Qu'il savait? Publiquement. Jean a toujours eu une grande gueule. Oui. Ça veut dire quoi? Non, non, c'est correct, c'est bien, ça le regarde. Je réponds à la question. L'autre question? Pourquoi Aurobindo est-il mort? Ben, Aurobindo a été l'un des premiers mélanges de la race aryenne, l'un des vestiges de la race aryenne, la première sous-race de la race mère neuronique blanche, à avoir eu ce contact avec l'énergie supramentale. Il a rencontré une descendance des races teutoniques françaises mère. Il l'a rencontré dans le domaine supramental. Ils se sont rencontrés eux-mêmes. Ils ont vécu ensemble longtemps. Mère est morte aussi par la suite. Aurobindo était donc descendant de la race aryenne, donc il n'avait pas un corps physique suffisamment solide pour pouvoir supporter longtemps, sans destruction, le contact avec l'esprit. Le plan supramental. Mère avait un corps supérieur et elle n'avait quand même pas un corps suffisamment solide, donc elle aussi a subi une dégradation corporelle, ce qui a engendré sa disparition biologique. Aurobindo a un double éthérique, donc il n'y a pas de problème en ce qui concerne, il n'est pas mort. Il va revenir en se rappelant ce qu'il est, mais il va attendre qu'un corps biologique soit capable de supporter sa réincarnation. Mère, c'est le même phénomène. Tant qu'à Prem, c'est un personnage extrêmement intéressant qui fait un très bon boulot. Il est connecté sur la mémoire astrale supramentale de leur maître, donc il n'a pas de contact avec l'esprit. Il a un contact avec la mémoire du contact entre Aurobindo, mère et l'esprit. Alors, lorsque le corps physique n'est pas suffisamment solide, il suit une dégradation qui peut engendrer le vieillissement et qui peut aussi engendrer une mortalité sans vieillissement. Et c'était le cas d'Aurobindo, le cas de Krishnamurti, et ce sera encore le cas de certains autres. À ce moment-là, est-ce qu'une personne peut, connaissant la mécanicité de ce phénomène, pourrait intervenir? Dans le cas d'une race aryenne, non. Donc, c'est le cas de le dire, ça servait à rien. Pour Aurobindo, il était à rien. Oui. Dans le cas de mère, ça aurait pu se faire, sauf que c'était inutile, étant donné que la génétique québécoise, entre autres, la génétique de cette partie de l'hémisphère nord de notre planète, engendrera, et elle engendre déjà, mais elle engendrera massivement dans les quelques 5 à 10 ans qui vont venir, des corps physiques suffisamment puissants pour recevoir presque n'importe quel phénomène réincarnatif, individuel, donc des réincarnations suggérées par le double éthérique et non pas par une pluralisation fusionnelle réincarnative comme on la connaît présentement à l'échelle de l'humanité. Oui. Est-ce que des gens comme Aurobindo ou bien Mère vont nécessairement se mélanger à un haut niveau? Non. Vont avoir plus de Aurobindo chance? va se réincarner d'une façon individuelle et Mère aussi. Oh. Donc, il y avait de double éthérique. C'est ce que j'ai dit. J'étais pas là. C'était pas là. Qui est Tellure? Qui est Tellure? Tellure, c'est un phénomène intéressant qui est de la mémorisation vitale des contacts supramentaux melchisédiens qui ont animé la planète à l'époque de Moïse. Alors, Tellure a la faculté, Tellure, c'est un terme intéressant qui fait référence à tellurique, tellurie, donc planétaire, belzébuthien. C'est une énergie yénique qui a mémorisé une énergie vitale qui est mémoriellement non colorée et qui a été construite par l'expérience des Melchisédek à l'époque de Moïse, à l'époque d'Abraham, à l'époque finalitaire du Nazaréen.
Donc, Tellure est une énergie belzébucienne qui a la faculté de manipuler les forces belzébuciennes, les forces vitales planétaires, et il aura donc la faculté intelligente. Mais les Melchisédek sont des catalyseurs d'évolution. Pour ceux qui connaissent un peu ce terme, Melchisédek, on le retrouve dans la Bible, on le retrouve dans la Bible américaine, la Cosmogonie du Rancia, on le retrouve dans certains cadres ésotériques de Blavatsky et de d'autres personnages. Et Melchisédek, c'est un catalyseur d'évolution. Ça peut être personnifié à un moment donné par certains humains. Il peut animer certains humains. Melchisédek la dernière apparition de Melchisédek, ça a été à l'époque du comte de Saint-Germain, dans la manipulation d'un bonhomme qui s'appelait Cagliostro, qui a servi à tamponner les effusions égoïques du corps du comte de Saint-Germain, qui était la réincarnation de Lazare. Alors, Tellure est donc la phénoménologie mémorielle de ce phénomène. Il va réapparaître prochainement, induisant dans la nature une expression intelligente permettant à certains personnages qui ont un contact avec l'esprit de pouvoir bénéficier d'un cadre naturel non pollué, extrêmement bénéfique. Ce n'est pas... L'être humain pourrait parler d'une recrudescence d'un phénomène Éden paradis terrestre. C'est quelque chose dans le genre qui va apparaître à l'échelle du Québec, dans certaines régions de ce Québec ésotérique, le bouclier canadien, et voilà ce qu'est Tellure. Disons que présentement, ce n'est pas plus important que ça d'en parler, c'est dans quelques années que ce phénomène va commencer à réapparaître, induisant, j'en ai parlé dans la conférence, le Québécois, une race à part, induisant une migration de ceux qui auront une affinité planétaire, disons, tellurique avec le continent québécois, le bouclier canadien, disons, induisant une migration vers le nord, vers le bouclier canadien, donc au-delà, évidemment, des plaines du Saint-Laurent à l'échelle du Québec politique, et induisant par le fait même une fuite des personnes qui vivent présentement dans le nord. Ils vont se sentir mal à l'aise, ils n'aimeront plus le paysage, ils vont trouver les maringouins tannants, et lentement, ceux-là vont s'expatrier vers le sud, ce qui va engendrer des phénomènes, comme on l'a vu lors de la conférence, au niveau des coûts des maisons, des terres et du système économique. Donc, Tellure va donc apparaître lentement. C'est intéressant que la personne connaisse le nom de Tellure parce que c'est un terme relativement ésotérique qui n'est pas connu par grand monde. D'accord. Est-ce que ça veut dire que la partie qui est habitable ou qui est habitée actuellement va nécessairement s'agrandir? Ben, il y a une grande partie du Québec qui est inhabitable, qui va devenir habitable et qui va de plus en plus être habité. Il est inhabitable parce qu'il oblige l'humain qui recherche trop le phénomène amique émotif à rester de là où il y a le plaisir et le bonheur et la facilité, ce qui permet à ces territoires d'être moins astralisés par les êtres humains qui auraient vécu là. Donc, on a tous les territoires du Nord-Ouest, évidemment, qui vont devenir de plus en plus habitables, et on a une grande partie de notre Québec qui, présentement, n'est pas habité et qui sera habitable, et on aura surtout une immigration de la technologie vers le nord, et une immigration des humains qui seront attirés énergétiquement par ces régions. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'humain qui va apprendre ce que je vais dire, ou qui va l'apprendre de la bouche d'autres, et qui, à un moment donné, va se dire, ben, sac, moi, je m'en vais là, il vivra pas là longtemps, il dormira pas là, il pourra pas manger là, il va avoir la tourista, il va avoir tout ce qu'il faudra, mais à un moment donné, il va s'écœurer, il va s'en venir vers en bas. Puis celui qui va s'en aller par en bas, attiré par les consciences collectives et qui a une génétique tellurique, planétaire, disons, québécoise, K-E-B-E-K, n'est-ce pas, le Québec ésotérique qui est bouclier canadien, ben, lui, c'est le même phénomène, il va finir par remonter en haut, puis là, les maladies vont s'en aller, il va se retrouver chez eux, il va se restaurer. Ces choses-là vont apparaître lorsque Tellure va commencer. Tellure, évidemment, c'est une personnification relativement occulte ou ésotérique, d'un phénomène théologique, d'un phénomène tellurique. Alors, on ne peut pas parler à Tellure, ça ne parle pas, c'est comme parler à Dieu, ça répond pas. Ce n'est pas une personnalité, même si on personnifie un événement cosmique ou planétaire, ce n'est pas une personnalisation. Comme tout à l'heure, il y a une personne ici, n'est-ce pas, qui me disait que c'était vrai ce que je disais. Intéressant, merci. Et puis, elle me disait que justement, de temps en temps, elle a des problèmes, elle est ingénieure et elle a des problèmes. Lorsqu'elle panique, lorsqu'elle devient folle, elle trouve rien. À un moment donné, 2 fois, elle avait besoin de nourriture, elle était perdue. Puis lorsqu'elle est devenue calme, ben, elle a trouvé. Alors, elle a dit, je lui ai dit, tu n'as pas trouvé. La direction t'a été indiquée. Ah oui, c'est ça, quelqu'un me l'a dit. C'est pas quelqu'un qui te l'a dit. Ça, c'est l'ego qui vit d'un orgueil et qui, autant il veut être intentionnel, c'est lui qui va décider, autant il se croit médiocre dans le phénomène cosmique. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a dit. Tu as su. Et c'est suffisant d'arrêter là. Tu as su. Qui me l'a
ce n'est pas des mots qui peuvent amener la compréhension de la mécanicité cosmique. L'être humain, par son âme, essaie toujours d'expliquer les choses neuves à partir de ce qu'il connaît. Alors, si je l'ai su, c'est que quelqu'un me l'a dit. Ce quelqu'un sera un maître, sera un gourou, sera un dieu, sera quelque chose. On personnifie. Mais non, tu as su. Contente-toi-en. Tellure, c'est le même phénomène. À un moment donné, il y a certaines régions du Québec qui vont rajeunir, où ça va pousser, où ça va se réchauffer, où il y aura une flore et une faune plus adaptées. Il y aura quelque chose de bizarre qui ne sera pas explicable. Bon, on va évidemment y amener des explications à un moment donné, mais des explications qui n'amèneront pas le contrôle de la situation, donc explications théoriquement fausses. Et on va s'en contenter. Ce phénomène est en voie d'être fait. Oui, évidemment, les biologistes remarquent déjà certaines choses. D'accord. Alors, la quatrième question, c'était merci. Pour faire suite, Mikhail Ivanov est-il Jean-Baptiste? Non. Mikhail Omram est Mikhail Omram. Il est décédé. Pas comme l'humain le conçoit, mais il n'est pas Jean le Baptiste. Croyez-vous que la science et la technique vont nous amener à une libération matérielle? Première question. Première réponse, je ne crois à rien. Et pour faire suite à la question, la science et la technique, la technologie est présentement à un summum de son évolution. Si l'être humain aurait l'intelligence, et il l'aura prochainement, après évidemment une purification amenée par l'homme ancien de la planète Terre, il aura l'intelligence de se servir de la technologie de la science telle qu'elle est actuellement pour pouvoir se libérer totalement de la matière et parfaire carrément son évolution améliorative. Évidemment, l'être humain qui n'a pas confiance en l'intelligence instantanée préfère faire référence encore une fois à son contexte mémoriel et la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui devrait vouloir dire savoir, mais qui en réalité veut dire connaissance. Et cette science, elle est de la mémoire et l'être humain continue continuellement à faire référence à cette science. Tu as peur d'attraper le sida, alors tu vas investir dans la recherche contre le sida. Ce n'est pas mauvais. Sauf que ce n'est pas cela qui va t'empêcher d'attraper le sida. Si on a tout ce qu'il faut pour que tu ne pognes pas le sida et que l'intelligence conçoit qu'égoïquement, ça devrait être malade pareil, ben on va inventer le daci, hein? Il y aura quelque chose que tu vas pogner qui va t'humiliser un peu. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain, dans 40 ans d'ici, on a déjà des dessins scientifiques d'avions de combat extraordinaires. On a des dessins de véhicules automobiles qui pourront peut-être flotter et être embarqués sur des canaux référentiels dirigés par des ordinateurs pour éviter les accidents. Et tu lui indiques où tu veux aller, puis tu dors et il t'amène là. Sauf que ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas besoin d'arriver. L'être humain peut être confiné entre deux formes d'évolution. L'évolution de sa matière grise qui engendre une évolution dans la matière, et qui permet à l'être humain cérébral d'inventer des automobiles qui vont plus vite que ce que son corps physique peut aller. Et le corps physique embarquant dans la matière, dans l'extension du corps physique, va plus vite. Et il y a l'autre forme d'évolution, celle où l'être humain arrive à une mutation suffisamment intelligente, une mutation qui ne peut pas être dirigée par l'ego, parce que l'ego, ce n'est pas intelligent, c'est intellectuant, c'est mémoriel. Et à un moment donné, ben, l'être humain embarquera dans une automobile, il n'allumera pas le moteur. Il partira 3 fois plus vite que tout ce qui existe sur le marché. Et puis il s'en ira comme il voudra, où il voudra aller. Et évidemment, lorsque l'être humain se dit, ben voyons donc, hein, premier hélicoptère qui a volé, mathématiquement, il ne pouvait pas voler. Il a volé pareil parce que l'homme ne le savait pas. Le gros bourdon ne peut pas voler. Si ses ailes sont trop petites, il ne déplace pas suffisamment d'air pour lever son corps. On parle peut-être la vibration qu'il dégage en volant, hein, en bourdonnant. Ben le bourdon, il le sait pas, fait qu'il vole, il s'en fout. La journée va l'apprendre, il y aura des problèmes. Alors, il y a énormément d'inventions que l'homme a faites qui ne fonctionnent pas. La fibre optique, on l'a déjà essayé souvent, ça marche pas. On la réessaye, ça marche. Le transistor s'est inventé ici au Canada, en Ontario, dans un laboratoire de la compagnie Bell Téléphone. On savait où on allait. C'est une des rares inventions qui avait été mathématiquement prévue. Mais on l'avait déjà essayé avant, ça fonctionnait pas. Et on parle de purification du silicium, purification de ceci ou de cela. Il y a énormément de choses que l'être humain ne sait pas. Alors, à un moment donné, on pourra inventer un moteur qui pourra tourner peut-être à 20 000 tours minute.
Inventer une transmission et un différentiel qui pourra supporter une accélération. On pourra faire des routes qui, lorsqu'on prend une sortie, ben la sortie, elle a 25 000 de long. Hein, faut pas que tu prennes le champ. Bon, à vitesse que tu vois, ça ne paraîtra pas. Puis il y a aussi un autre moyen. Celui qui a été développé longtemps par l'alchimie, celui qui a été développé par un paquet de personnages qui ont été étampés sur des tableaux ici. Et il y a le moyen de l'homme. Alors la science et la technologie, elle est utile, elle est déjà applicable. Hein? On peut inventer un domicile qui s'entretient tout seul. On a tout aujourd'hui pour faire tout ce qui est nécessaire à l'homme. Ça ne vaut pas la peine de chercher plus loin. Il est temps maintenant qu'on s'occupe de l'homme. La technologie, on va s'en servir pour permettre à l'être humain, qui développera son intelligence, de pouvoir avoir la paix. La technologie, présentement, elle est suffisamment développée pour donner à l'homme tout ce qu'il a besoin d'être. Oui, mais ça ne va pas à la vitesse de la lumière, fait que l'homme peut pas aller sur Alpha du Centaure, ou sur Betelgeuse, ou sur Aldébaran, ou sur... L'homme fera cela dans un transport séraphique, il n'aura pas besoin d'un vaisseau spatial idiot, qui demande énormément de pollution, pour pouvoir décoller, n'est-ce pas, à 11,2 km/s de l'attraction planétaire, pour après ça se diriger quelque part dans l'univers, à la vitesse d'une tortue qui recule, pour arriver, après 4,3 années à la vitesse de la lumière, sur Alpha du Centaure, c'est ridicule. La science, déjà, entrevoit de visiter, on a des films, donc on a d'une science-fiction qui parle de traverser notre galaxie. Fait 15 milliards d'années, peut-être. Bon, et puis on va parler, bon, ben si on va à vitesse de la lumière, bien on pourra traverser la galaxie, ouais, peut-être en 1 million d'années. Mais ça va changer quoi? Ben, ça va changer quoi? Pour aller à la Lune, c'est intéressant. Pour aller à la Lune, ça va te prendre une affaire comme 2 minutes. Mais pour aller sur Alpha du Centaure, 4,3 années. Pour aller sur une autre planète ou sur une autre étoile, ça va te prendre 3 générations d'humains. Même à cette vitesse. Alors, ça vaut pas la peine de pousser la science dans cette solution. C'est une solution qui, fondamentalement, n'aboutira jamais. Tout est relatif dans le contexte de la planète Terre, l'automobile est intéressante. Dans le contexte entre 2 planètes ou entre un satellite et une planète, ça devient fou. Alors, on a les vaisseaux spatials qui consomment... prenons l'Apollo, hein, la fusée Saturne V, 35 étages de haut. Juste en carburant, en comburant pour propulser. Et je tenais sur 5 étages. Le premier étage tombe dans l'océan, la deuxième dans le dépotoir planétaire, ça tourne autour de la planète. Hein? À un moment donné, il faudra que lorsqu'un vaisseau décolle, que ben, d'ailleurs on le calcule déjà, le NORAD le calcule déjà. Il ne calcule plus juste où ce qui va être la Lune, il calcule aussi où ce qui sont les débris puis les satellites, pour pas que la navette en accroche en passant. Bon. Et puis après ça, on lègue de partout dans notre... on pollue déjà, n'est-ce pas, l'espace. Mais la science est vouée à l'échec. Toujours lutter contre des maladies nouvelles qui vont apparaître. L'âme de l'homme ainsi que l'ego de l'homme, un jour on en parlera, crée des maladies. Parce que l'homme a besoin de s'humiliser. Alors on règle la pneumonie, on règle la tuberculose, on règle certaines maladies, puis on se ramasse avec une autre maladie karmique planétaire. Comme le sida. Et toutes ces maudites maladies karmiques planétaires sont toutes des maladies qui sont transmissibles sexuellement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la science et la technologie, c'est extrêmement intéressant. Chapeau. Moi, je continue à appuyer. Sauf que maintenant, il ne faut pas créer quelque chose de neuf. Non, il serait temps qu'on applique ce que l'on a. On a des nouveaux matériaux qui nous permettent de faire un alliage extrêmement intéressant, un alliage composite, qui nous permet de créer un blindage de char d'assaut qui ne peut pas être détruit par un obus creux, à charge creuse. Ça détruit n'importe quoi, ça. Alors pourquoi on ne fait pas des maisons, à un moment donné, avec un alliage composite, une maison qui pourra être démolie dans 300-400 ans, et puis qui, en attendant, ne demandera pas d'entretien? On n'a pas besoin d'inventer quelque chose de neuf, il nous faut maintenant appliquer. Et pour appliquer, il faut que l'intelligence de l'homme commence à s'exprimer au-delà de son âme pour commencer à se servir de ce que l'homme a demandé à l'intellect de créer. La technologie, on n'a pas besoin de se demander si un jour la technologie nous permettra de se libérer des contraintes matérielles. On est déjà libéré des contraintes matérielles. Sauf qu'on ne veut pas le voir. On ne l'applique pas. Et on ne peut pas l'appliquer individuellement, mais on peut commencer à en parler individuellement. Et puis à un moment donné, ben, il y aura quelqu'un qui pourra donner un essor collectif à l'application de ce phénomène-là. Quand on pense qu'on a déjà inventé le moteur à combustion, un moteur pas à combustion, mais un moteur qui marchait à eau de mer, par distillation de l'eau de mer, puis que c'est une grosse pétrolière qui a acheté les plants, et qui les a évidemment brûlés, ben non, on les a mis dans les coffres-forts, elle attend qu'il n'y ait plus de pétrole pour les sortir. On a inventé un moteur qui fonctionnait avec le purin de cochon. Hein, on en a plein ici, on en trouve plein de rivières. Bon. On a inventé des choses. Mais non, l'intelligence n'est pas encore prête. Alors on fonce sur des véhicules automobiles qui, dans l'an 2000, aboutiront ne sortiront jamais. On n'aura pas besoin de ça. T'embarques dans une caisse de bois, puis tu t'en vas voler, puis tu dépasses les voodoos, puis tu dépasses les autres, tu s'écrases tout seul. Bon, tu dépasses les nouveaux chasseurs canadiens.
l'humain va voir à un moment donné. Si on a un don en dollars pour à faire, est-ce bien de le donner à une œuvre bienfaisante et à qui serait le mieux? Ben, c'est préférable peut-être de le donner à une œuvre bienfaisante, n'est-ce pas, que malfaisante. Ça peut aider. Le don d'argent est intéressant, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui le savent. Ils donnent de temps en temps, puis quand ils donnent un peu plus, les affaires marchent mieux. Ouais, on appelle ça un échange d'énergie. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui savent ça. Ils donnent. Oh, ça sauve l'impôt. Ça sauve pas assez. Tu donnes 10 000, tu sauves 600 piastres. Tu gardes 10 000 puis payes 600 piastres à la place. Tu sauves 2 400. Il y a un échange d'énergie extrêmement intéressant. Alors, les personnes, à un moment donné, qui en ont besoin le font. Ils doivent le faire dans des organismes qui fonctionnent pour développer l'humain, pour guérir l'humain. Présentement, un phénomène qui serait relativement intéressant, évidemment, c'est dans la recherche contre le sida. Ça serait intéressant. Le sida, on va finir par le guérir. D'ailleurs, on est en train, d'ici peu, on va le guérir. Et lorsqu'on l'aura guéri, ben évidemment, il y aura d'autres choses qui apparaîtra quelque part, mais ça leur a permis à certains individus, n'est-ce pas, parce que le sida, c'est absolument génial, ça l'a permis à plusieurs sociétés extrêmement civilisées apparemment, les sociétés nord-planétaires les plus en conscientisation, de revoir, sans le savoir, leur mode de vie sexuel, leur mode d'un paquet de choses. Lorsque l'humain ne comprend pas suffisamment, ce n'est pas Dieu qui vient le punir. Hein? Lorsque tu lances une roche dans les airs, ben, si tu restes en dessous, tu retombes sur la tête, puis Dieu n'a rien à voir là-dedans. Alors donc, il y a des conséquences karmiques, écologiques qui amènent des choses. La personne, elle n'a qu'à donner ça à des organismes qui, on en a plein au Québec, n'est-ce pas? Je veux dire, on a tout ce qui travaille pour l'enfant, c'est intéressant. Tout ce qui travaille sur les maladies infantiles, c'est intéressant. Puis tout ce qui travaille de toute façon sur le phénomène pathologique de l'homme, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'évolution se fait par une conscientisation mutatoire du corps physique de l'homme, et tant que l'ego résiste contre ce changement, il induit des maladies chez lui. Et étant donné que de temps en temps les maladies sont trop puissantes, il y a mortalité d'un corps physique, libérant par le même une possibilité d'évolution améliorative extrêmement intéressante à l'échelle de notre planète, ben c'est intéressant d'avoir des médicaments qui vont être capables d'entretenir la vie. Et à un moment donné, la personne, elle s'en sort, mais elle est mutée, elle est changée, elle est différente. Et puis c'est extrêmement intéressant. Alors c'est là qu'on donne ça. Après la mort, les âmes se fusionnent. Qu'arrive-t-il à l'être qui meurt, conscient ou inconscient? Bon, j'en ai parlé souvent dans différentes conférences. Je vais résumer un peu la réponse ici. Maintenant, les personnes qui seraient soit choquées ou etc., ben, on peut toujours se procurer la conférence sur la vérité sur la réincarnation. Je pense que ça peut déjà donner une bonne idée. Parce qu'une personne meurt, elle est constituée d'énergie. Le corps physique est constitué d'énergie qui a été atomisée et par la suite molécularisée, donc par la suite il apparaît en corps physique, parce qu'on oublie souvent qu'on est des cellules, et les cellules sont soit du carbone, soit de l'hydrogène, soit de l'oxygène, soit de l'azote, dans la majorité des cas. Lorsque l'être humain meurt biologiquement, chaque palier vibratoire de son corps physique est digéré par le palier correspondant du plan terrestre. C'est-à-dire que le carbone s'en va carbone, l'azote s'en va azote, n'est-ce pas? C'est ce qui crée certaines odeurs, et etc. Le corps vital, la vie, est redigéré par le plan morontiel, par le plan vital de notre planète Terre. Et lorsque cela est fait, l'âme est libérée, l'âme pénètre le monde de la mort, le ciel. Dans le monde de la mort, il y a une partie infernale, il y a une partie purgatorielle, il y a une partie, disons, plutôt céleste. Mais évidemment, dans le ciel, l'être humain n'est pas libéré. Dans les cieux, l'être humain est libéré. Maintenant, lorsque l'être humain meurt, il ne va pas dans les cieux, il va dans le ciel. Le ciel a été créé en même temps que la terre, dit la théologie, effectivement, et elle provient des cieux. Le palier le plus bas des cieux est le plan supramental, celui de l'esprit. Celui-ci est extraterrestre en ce sens qu'il n'est pas généré par le contexte planétaire. Il n'est pas extraterrestre en vaisseau spatial, il n'y a pas besoin de ça. Bon. Lorsque l'être humain meurt, l'âme pénètre le monde de la mort, et pénétrant le monde de la mort, elle est digérée par le monde de la mort. Cela veut dire que les parties basses de l'âme vont se fusionner aux parties basses du monde de la mort, et c'est la partie dite purgatorielle. Pendant un laps de temps, la partie hautement évoluée de l'âme, ben, elle est retenue dans les bas-fonds purgatoires, du purgatoire, de ce que la théologie catholique appelle le purgatoire, et les parties qui sont basses, donc qui alourdissent l'âme en vibration, c'est-à-dire qui la rendent plus pesante par rapport à l'amour de notre planète, à l'attraction terrestre, eh bien, ces parties, lentement, se fusionnent et se désagrègent de l'âme
donc libère la partie évoluée. Et la partie évoluée fait son ascension lentement vers ce qu'on appelle le ciel. Et plus l'être humain a de parties évoluées, ben plus vite il se rend au ciel, parce que plus vite les digestions purgatorielles sont passées. Rendu dans ce ciel, l'être humain pense qu'il est toujours conscient de ce qu'il est. Eh bien, il a raison. Sauf que dans cette région, la digestion continue, et lentement, ben tiens, tu retrouves quelqu'un avec qui tu vibrais le tien, vous étiez un. Ben là, vous allez être un, vous allez simplement vous fusionner. Il n'y aura pas de chicane, il n'y aura pas de problème. La personne est convaincue qu'elle reste elle, l'autre est convaincu qu'il reste lui, sauf que les deux sont maintenant une chose. Et à travers cela, vous allez rencontrer, c'est-à-dire que l'être humain se fusionne à des particularités du monde de la mort qu'il n'a pas connu, mais qu'il ne refusera pas, parce que ça fait tellement avec lui, et il y a une fusion. Lorsqu'il y a réincarnation, selon la position des planètes, les planètes attirent certains paliers du monde de la mort, et les planètes donc n'influencent pas l'homme, par contre, par leur attraction, influencent les paliers du monde de la mort, donc du ciel. Et lorsque l'esprit du plan moron-ciel reprend un corps physique, lorsqu'un corps physique est fécondé, ben nécessairement, il a en génétique une mémoire programmative qui va lui permettre d'exprimer une seule forme et une exclusive seule forme d'âme. Alors, selon ce qui se trouve en haut de son corps physique, et là, ça dépend encore une fois de la gération de nos 13 planètes, l'astrologie en compte 7, et puis évidemment, la science en compte 12, et elle est en train de tripoter une 13e, bon, mathématiquement, et 9 présentement, mais on tripote sur la 13e, on a déjà apparemment mathématiquement reconnu les autres, puis maintenant, il suffit de les retrouver au niveau du périscope. Parce que l'être humain est tellement dans la brume, que je le pense sous l'eau, là, mais c'est un télescope. Bon. Et puis c'est même un radiotélescope qui vont se servir. Alors ce qui va arriver donc, c'est que lorsque l'âme pénètre un corps physique, tout ce qui se trouve en attraction avec le corps physique et qui est permis par la position des différents plans du monde de la mort, dirigés par les astres, se réincarne dans le corps. Alors la personne qui se réincarne, elle est 8, 9, 15, 20, 3, 15, oui encore, n'est-ce pas, 100, 200, 300 personnes qui se réincarnent dans un individu. Et ces 300 personnes-là peuvent aussi se réincarner dans 15 autres individus. Alors, selon le corps physique, il y aura une expression différente. Pendant un laps de temps, évidemment, il y a une grosse partie qui va être par le système hormonal, il va être la réincarnation de la mère dans le corps physique, et du père par le spermatozoïde. Donc, de toute façon, lorsqu'on a un enfant, le père et la mère se réincarnent de leur vivant. C'est un phénomène extrêmement important à savoir. Et la mère se réincarne un peu plus. C'est pourquoi, tuez-moi, mais tuez pas mon enfant. Parce que elle a un corps jeune, alors elle préfère qu'on démolisse le corps vieux que le corps jeune. Et la mère, si tu chicanes l'enfant, si le voisin chicane l'enfant, elle a l'impression que c'est elle qu'on chicane. Donc, elle embarque. Et c'est normal parce qu'elle est les deux. Elle est réincarnée de son vivant dans le corps de l'enfant. Et le père aussi, mais il aura une affinité émotive plus faible. Normalement, je parle évidemment de l'homme transitif, aller jusqu'à l'homme ancien. L'homme nouveau, c'est différent. Bon. Alors, l'enfant se réincarne et puis il va être un peu n'importe quoi. Jusqu'à l'adolescence, où là, tout ce qu'on lui a appris, on dirait que ça sert plus, on dirait qu'il change, il vient ceci, il vient cela. Mais là, il y a une lutte. Une lutte d'identification. L'enfant nouveau va la faire entre 6 et 8 ans. L'enfant transitif ou ancien le fait vers l'âge de 10 ans, 14, 15, 16, 17 ans, dépendant des enfants et des sexes. Et par la suite, il y aura normalement une fusion, sinon il y aura dédoublement ou pluralisation de personnalité, qui est un phénomène psychiatrique que l'on connaît bien aujourd'hui, mais qu'on n'arrive pas encore à solutionner. Les exorcistes pouvaient à un moment donné éclairer l'un des deux personnages qui restait en bloc fusionné. Et puis on a un adulte qui finit par dire, c'est moi. Et puis c'est lui, puis toute sa vie il est manipulé un peu, à un moment donné il se lève, et puis soudainement il est en mot maudit. Pourquoi? Bon, il y a des parties qui prennent le dessus. Alors, c'est ce qui arrive avec la personne qui meurt et qui, à un moment donné, se réincarne. Et lorsque la personne a suffisamment d'énégoïsation, lorsqu'elle se conscientise suffisamment vers son esprit, lorsque l'âme est un peu moins un frein, l'âme, poursuivant son évolution, devient de l'énergie vitale, il est écrasé par le poids de l'esprit. Et pour ça, il faut que l'âme accepte. Si l'âme refuse la mutation corporelle, l'esprit ne peut pas s'installer parce que l'esprit détruirait le corps. Si l'âme la laisse aller, le corps change. Il y a un paquet de bizarreries qui apparaît à un moment donné. Et l'âme, lentement, devient de l'énergie vitale, qui va être expulsée du corps vital de l'âme, placée dans le plan moron-ciel, entre le monde de la mort et le plan physique, et cette énergie va recréer un double vital, un double éthérique, de la mémoire d'évolution du corps physique. Cela veut dire que le corps physique mémorise ton évolution lorsque tu es un être humain en paix, et que tu n'as plus besoin de rien faire pour être en paix, c'est que tes cellules ont génétiquement le caractère de la pacification. Si tu as un enfant avec une femme qui vit comme toi, l'enfant sera de sa naissance en paix. Sauf que lorsque le corps meurt, la mémoire s'en va, il ne reste de la mémoire que ce qui a été transmis génétiquement, et ce qui nuit à l'évolution, puis qui en même temps l'assure.
Lorsque l'être humain crée un double éthérique, il crée un double vital de la mémoire de son corps physique. Donc, lorsqu'il meurt, il va non pas dans le monde de la mort, il va dans ce double éthérique où il va continuer à être. Donc, il garde son identité. Lorsqu'à un moment donné, on crée un corps physique, le double éthérique va lui-même aider à la création du corps physique, et il va donc créer un corps physique qui sera en affinité vibratoire avec le double éthérique, ce qui fait qu'à la naissance, l'enfant sera la continuité évolutive du corps physique qui est mort avant. Donc, l'enfant, à l'instant où il apprend à parler, il va apprendre rapidement, il pourra dire « tu m'as appelé Pierre, mais mon nom c'est Daniel ». Puis il va expliquer, il va pouvoir fonctionner. Maintenant, pourquoi on n'a pas d'enfants comme ça aujourd'hui? Parce qu'on veut pas que les parents se suicident tous. Alors d'ici 5-10 ans, il y aura une évolution suffisamment grande au niveau des adultes pour permettre la création de corps physiques qui pourront être altérés par le double éthérique de ceux qui voudront se réincarner, dans le cas de Robindo ou de Mère, par exemple. Ce qui va se passer. Donc, d'ici peu, l'être humain va avoir une réincarnation. Trouver la formule énergétique de la mutation, mais ne l'a pas donnée. Cette formule est-elle quantifiable mathématiquement? C'est intéressant. Effectivement, la formule elle est quantifiable mathématiquement. Aurobindo ne l'a pas donné parce que les personnes de son temps ne pouvaient rien comprendre. Présentement, je suis à écrire un livre qui s'intitule De la naissance à la mort, et c'est un livre de science qui explique aux savants, aux scientifiques, aux bols, n'est-ce pas, de quelle façon la mutation se fait. Je suis en train d'écrire un chapitre qui s'intitule La naissance de la mort. Parce que jusqu'à date, les quelques 15 chapitres que j'ai faits, c'est la naissance de l'ego, la naissance de l'âme, la naissance de l'enfant, la naissance du mental, la naissance des mots, la naissance des noms, la naissance de tout. Puis là, je suis à la naissance de la mort. Et puis, effectivement, je m'interroge souvent si je mets ces maudites formules ou non. Et en écrivant, ben évidemment, c'est comme la parole, on s'instruit un peu, et puis je suis en train de parler du clonage. N'est-ce pas, la création, la possibilité de prendre une cellule chez un être humain et par le code génétique qui est dedans, recréer le double de la personne. Est-ce qu'il y aura suffisamment de mécanicité dans le monde de la mort pour pouvoir recréer le même âme par attraction que ce qui t'habite déjà, à la naissance? Ben ça, non. Donc le clone sera biologiquement similaire, il aura de maudits problèmes, et présentement, l'humain n'est donc pas prêt à ce qu'on transmette toutes les données. Bon, je vais en mettre suffisamment pour que la science puisse arriver à comprendre que la mutation se peut, à découvrir aussi de quelle façon l'évolution s'est transmise par la génétique et de quelle façon... Il y a un paquet de choses qu'on va mettre dans le livre. Mais pas tout. Et il y a une autre personne qui écrit aussi des livres, et lui, il les écrit pour le monde anglais pour l'instant. Et c'est le même phénomène. Il y aura présentement demi que juste ce qu'il faut pour que la science, qui ne peut accepter que ce qu'elle vit, ben, puisse par sa propre science se faire fourrer puis découvrir que ce qu'elle ne vit pas est du domaine de sa mathématique. Alors, Aurobindo ne l'a pas donné parce que ce n'était pas le temps. On va en donner un peu plus à un moment donné, mais tant que l'homme sera fou de vouloir cloner comme il veut le faire, ben, il n'aura pas le droit d'avoir toutes les formules. Est-ce qu'il va y avoir vraiment un temps pour que l'homme ait toutes les formules? Est-ce que ça va être nécessaire? Oui, il y aura un temps pour que l'homme ait toutes les formules. Il y aura aussi une science qui permettra à certains corps physiques de pouvoir être restaurés. Ça l'a déjà été pressenti par un écrivain. Les écrivains sont des artistes, n'est-ce pas? Il y en a un paquet qui écrivent des films présentement qui sont des traductions extrêmement colorées de ce que l'intelligence prépare. Et il y en a d'autres qui ont écrit certaines choses aussi où on avait, ce n'est pas comme ça, je donne l'exemple comme ça du bonhomme, où on avait un gars absolument génial, c'est pas au-delà de tout le monde, plus grand, plus fort, plus beau, plus bâti, plus puissant, plus intelligent, plus tout ça. Et puis lorsqu'il ramassait des bandits, des criminels, bien il leur faisait une opération au cerveau, altérant le code génétique de certaines conditions programmatives neuroniques pour que la personne reste elle-même puis qu'elle se rende compte que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Alors, à un moment donné, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais la science n'est pas prête à faire cela parce que la science, elle part de la morale. Alors, la science morale va dire, tel peuple ou telle race ou tel punk ou tel ceci ou tel cela n'est pas comme il faut. Alors, on le perd. Déjà que la moitié des opérations qu'on fait sont inutiles. Et là, on va s'amuser. Il faut simplement qu'à un moment donné, une personne qui est en phase mutatoire, si elle n'a pas suffisamment magnétisé, si elle n'a pas suffisamment cellularisé sa condition de mutation, si elle n'est pas capable elle-même de forcer une cicatrisation, une mutation au niveau de son corps physique, puisse se le faire chirurgicalement. Cela veut dire que toi, tu as un problème cardiaque, mais tu vas voir un chirurgien, tu peux lui dire que j'ai ceci, cela, et il faudrait simplement faire ceci, faire cela, faire cela, faire cela. Lorsque l'on découvre aujourd'hui, c'est absolument évident, ça fait longtemps que la science aurait dû le savoir. La science sait très bien que lorsqu'une personne souffre d'arythmie cardiaque,
c'est qu'il y a certains endroits ectopiques au niveau du cœur qui créent des dépolarisations inutiles. Alors, normalement, on a le cerveau qui envoie un ordre. Si le cerveau marche mal, il y a le nœud sinusal au niveau du cœur qui envoie un ordre de dépolarisation. Le cœur pompe. Puis à un moment donné, sur le cœur, il y a des petits points imbéciles qui décident de dépolariser aussi. Hein? C'est un peu comme l'esprit puis les petits égos qui s'amusent. Alors, le cœur pompe, puis il y a un petit point qui pompe avec. Fait qu'à un moment donné, 3, 4, 5, 6 petits points, puis sur un électrocardiogramme, ben, t'as toute une espèce de fibrillation dangereuse. L'arythmie amène à la fibrillation ventriculaire, qui est l'arrêt cardiaque. Et puis là, on a décidé qu'on prenait une décharge électrique, qu'on allait brûler ces maudites cellules niaiseuses-là. Paf, paf, paf. C'est ce que l'esprit fait chez l'homme. Hein? Quand il y a de l'ego, à un moment donné, on mange la... C'est bon. C'est évident. Alors, lentement, la science commence à avoir les clés bénignes, les clés faciles de certaines choses. Ces formules serviront à certaines choses dans un état, disons, opérationnel, opératoire, où l'être humain qui se fait opérer est conscient de ce qui se passe. Ce soir, en venant au centre, je me disais qu'il faudrait un jour que je me passe de vous, et donc que je mute pour vrai. J'étais triste et je suis encore un peu. C'est mon mental qui veut me prendre en charge. Comment puis-je lui faire confiance? Bon, c'est bien mal venu. C'est bien maudit de me poser une question quand on veut se passer de moi. Ça, c'est une chose intéressante à constater. L'être humain n'a pas à se passer de moi. L'être humain a à devenir son seul maître. Devenir son seul maître, pour cela, on n'a pas besoin de moi. On n'a pas besoin d'un autre. On n'a même pas besoin de soi. Ça vient quand c'est le temps. C'est mauditement important de voir la nuance. Lorsque l'ego, induit par le mental d'une libération, projette sa libération vers autre chose, le mental n'a pas besoin de se passer de moi. C'est comme si quelqu'un dirait, j'ai besoin de me passer de mon professeur, ou j'ai besoin de me passer de mon livre, ou j'ai besoin de me passer de la vie. Celui qui me prend pour un maître a besoin de se passer de moi. Celui qui me prend comme un événement dans sa vie, ben voilà, c'est comme un autobus qui passe au coin de la rue. C'est un événement. Tout. Donc, il n'y a pas besoin de se dire, j'ai besoin de me passer de l'extérieur, je m'en vais m'enfermer dans un ashram au Tibet. Non, ça dépend de quelle est la condition dont vit l'ego. Et tant que l'ego a besoin pour s'instruire et pour se libérer de certaines conditions, ça peut être des livres comme Jonathan Livingston, ça peut être d'autres personnages. Ben, on continue à l'offrir à l'ego. Sauf que l'ego doit savoir qu'un jour, l'homme doit être son seul maître. Il y a des moyens pour y parvenir. Évidemment, le mental détecte certaines choses. La personne, elle est triste. Elle est triste parce que l'ego est au courant de la détection du mental. Le mental n'est pas triste. Et la personne étant triste, elle s'abreuve à l'observation du mental, limitant par le fait même la conscience du mental. La personne, elle ne doit pas se sentir mal pris parce qu'elle n'est pas mal pris. L'être humain doit savoir que tout ce qui se passe présentement dans sa vie comme dans la vie planétaire est une chose qui se doit de se passer. C'est un ajustement qui est personnalisé à ce moment. L'ajustement est personnalisé, la personne, elle t'envoie de faire un certain cheminement. Il y a des individus qui, à un moment donné, ne viennent plus jamais me voir parce qu'ils n'en ont plus besoin. Il y en a d'autres qui ne viennent plus me voir parce qu'ils veulent suivre la trace de ceux qui ne viennent plus me voir. Puis à un moment donné, ben, ils vont voir d'autres à la place. Ben non, ils se ramassent, ils reviennent encore ici. Je ne suis pas un maître, je suis un événement. Je suis une grande gueule. Alors, on prend les choses, tant qu'à s'acheter des livres, c'est plus facile de venir ici, on peut poser des questions aux livres. Ce qui ne va pas, on le prend pas, ce qui va, on le prend, c'est fini là. Alors, la personne, elle doit faire quoi? Ben, elle doit simplement savoir que tant qu'elle se pense, tant qu'elle voit qu'elle est triste, c'est qu'elle se prend au sérieux. Chaque fois que le mental observe quelque chose au niveau de l'ego, c'est que le mental est ajusté par l'ajusteur de pensée, donc il y a un contact inconscient, dans la majorité des cas, avec le plan supramental. Lorsque le mental voit quelque chose, l'ego est au courant. Et là, l'ego a le concept de ce qu'il devrait être. Et dans ce concept de ce qu'il devrait être, observant qu'il n'est pas ce concept, l'ego souffre. L'ego s'ennuie. L'ego est en colère. L'ego est, etc. Quand on sent quelque chose comme ça, si on souffre de l'évolution, c'est que c'est l'ego qui vit l'évolution, qui vit l'illusion de l'évolution. Moi, de temps en temps, je me rends compte que je ne suis pas encore capable de faire certaines choses. Et je m'en fous. Je me contente de l'observer. Et chaque fois que je l'observe, je sais qu'un pas vient d'être fait. Mais si je m'attriste à l'observation, je brûle ce pas en énergie de souffrance, de tristesse ou etc. Alors, à un moment donné, je me fais carrément fourrer, pas par ce qui normalement trompe l'humain, par quelque chose de différent, et puis je ris. C'est amusant, c'est comique, c'est au bout.
et puis aucun problème. À court terme, c'est gagné. Mais chaque fois que l'être humain s'écrase, il avance longtemps et normalement l'humain s'écrase juste quand il arrive. C'est là qu'il s'écrase. L'humain s'écrase toujours quand il est proche d'aboutir. Que ce soit en affaires, que ce soit dans une recherche d'emploi, que ce soit dans un couple, que ce soit dans son évolution. L'humain, il force. On le teste. Puis quand c'est le temps, il arrive. La business, ça va marcher, le job, il va la trouver. Il va régler son problème. La majorité d'entre vous, c'est là que vous décidez de vous écraser. L'humain doit, à un moment donné, embarquer dans ce que l'on appelle la phase d'attente active. Mets-toi disponible, mais cesse de vouloir. Cesse d'espérer, mais reste disponible. Un jour, je serai riche. Qu'est-ce que tu fais pour être riche? Rien. Achète un billet de loterie une fois par mois, puis quand tu l'achètes, pense pas que tu vas gagner. Tu te mets juste disponible. Si un jour l'intelligence veut te rendre riche, elle aura le moyen de le faire. Mais tant que tu achètes un billet puis que tu transpires quand on sort les numéros, ouais, mais il y en a bien qui gagnent. Faut bien qu'il y en ait qui gagnent. On sort les numéros des billets vendus. Ils n'ont pas le choix, il y en a qui gagnent. Mais celui qui se conscientise, il gagnera pas. Il gagnera pas. À l'instant où votre intelligence, votre esprit commence à votre insu, à l'insu de l'ego, à manipuler votre vie, d'ailleurs ceux qui se ramassent ici à un moment donné ou qui vont dans certaines autres régions du Québec, où il y a des conférences qui vont se donner ou des choses comme ça, ou des séminaires, ils sont manipulés par de l'intelligence. Ça veut dire qu'en partant, pensez pas que chaque fois que votre ego va vouloir quelque chose, que vous allez l'avoir. Avant, vous faisiez des projections puis ça marchait. Vous avez touché à l'intelligence une fois, projetez plus, ça marchera plus. Avant, vous décidiez que c'était pour vous en sortir, vous en sortiez. Maintenant, vous pouvez décider avec votre ego, ça marchera pas. Quel est ce phénomène? C'est l'intelligence qui mène l'humain. J'ai rencontré des personnes, moi, qui étaient jamais malades. Puis un jour, ils viennent me dire, moi, j'ai jamais été malade. Moi, j'ai dit, ferme ta gueule, puis check-toi. Ouais, je sais pas pourquoi. Non, c'est sûr que tu sais pas pourquoi. Ton ego, ton âme n'a pas expérimenté le pourquoi. Tu peux pas voir pourquoi. Mais la personne, elle a de l'intelligence. Elle commence à en exprimer, mais elle ne le sait pas. Elle a été très, très malade. À l'instant où elle a compris qu'effectivement, peut-être qu'elle n'était pas si... La maladie est partie. Et il y a énormément d'humains qui vont dire, oui, mais comment ça se fait que moi, ça a toujours été ça? Tu commences à être intelligent, ben l'ego va manger de la merde. Ce que l'ego voulait qui marchait ne marche plus. Mon couple a toujours été, il y en a un des deux qui est connecté avec de l'intelligence à son insu. Maintenant, t'appartiens à ton esprit, t'appartiens plus à ton couple, t'appartiens plus à ton ego, t'appartiens plus à ton âme, t'appartiens plus à ta job, t'appartiens plus à ta vie. L'être humain va dire, oui, mais c'est chiant, c'est peut-être chiant, mais lorsqu'on n'appartient plus à tout ça, on commence à se créer un double éthérique à court terme, et puis on ne meurt plus. Puis à un moment donné, on finit par voir qu'est-ce qu'on fout ici. Puis on dirige pas plus qu'est-ce qu'on fait ici. On est d'accord avec ce qu'on fait. Alors l'être humain ne devrait pas broyer. Sauf que présentement, l'humain, du moment que l'humain est presque près de réussir, la majorité des humains de cette planète s'écrasent là. Ils se dégonflent là, juste quand c'était le temps. Mais c'est quoi? T'es rendu un virtuose du violon, puis juste quand t'as le prof, il te dit « Maudit, t'as rien compris! » Et le prof, il sait que dans 2 semaines, il y a le concours, puis que tu vas gagner. Et il te pousse. Puis là, toi, tu dis « Oh, je suis boitin, clac, bing, bang, plus rien savoir. » Là, le maître, qu'est-ce qu'il dit? Il me sens encore trompé. Un autre qui finit jamais ce qui commence. Alors là, à un moment donné, la vie ou tout ce qui est intelligent, ben, teste l'homme. Finissez-vous ce que vous commencez. Tout le monde dit oui. Mais, l'expérientiellement parlant, l'intelligence, c'est que dans la majorité des cas, c'est faux. Est-ce que c'est pas justement parce qu'il y a une limite au niveau de l'individu ou qu'il n'y a pas une espèce de... un fusible qui saute parce qu'il est plus capable... Non, le fusible va sauter, mais le problème, il est pas là. Le problème, c'est que tout l'humain s'écrase quand le fusible saute. Le fusible saute, ça veut dire « prends un break, connard ». Ça veut pas dire « oh, bon, mais c'est correct, c'est pas ça que ça veut dire.
Alors, à un moment donné, l'humain, ben, il se rend compte, bon, ben, là, j'ai tout fait. À un moment donné, moi, j'avais une compagnie, qui existe encore aujourd'hui, et puis, apparemment, c'est intelligent, on n'envoyait que de l'intelligence. Alors, on s'est dit, on va le faire. On va mettre tout le temps qu'il faut, on va mettre 5 jours par semaine, on va mettre l'argent qu'il faut, on va tout mettre. Puis, à un moment donné, ben, ça marchait pas mieux. Fallait toujours investir, injecter. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, si c'est intelligent, ça va continuer, on prend 2 semaines de vacances, puis au yard, la babelle. Là, on en avait chlouk. Mais on n'a pas lâché. Là, c'était le temps, c'était le temps. C'est intelligent, ça va continuer. Si ça continue pas, ben, on va partir en vacances. Quand on est revenu, ben, c'était plein de comptes. Puis, tout a marché. 5 années d'après, fou d'une poche, on a encore pris des vacances. Ça a continué. Sauf qu'on continue à travailler autant. Puis quand on sent qu'on a besoin de repos, on prend le repos. Elle se démerdera. Puis elle se démerde toujours. Alors l'être humain, à un moment donné, va dire, bon ben là, c'est pas ça qu'il faut faire. Le fusible saute, ça veut dire quoi? Ça veut dire break. Ça veut dire quelque chose qui va pas. Ça va pas tout clocher. Et l'humain, dans son évolution, dans son couple, dans son cheminement, dans presque tout ce qu'il entreprend, il ne finit pas. Juste quand on l'amène, on le pousse, ben là, il devrait s'anégoïser, mais au lieu de ça, il prend toute l'énergie qu'il a accumulée, puis il la brûle en broyage, ou en dépression, ou en chat, là, etc. Vous en faites des choses dans votre vie, vous en avez mis du temps et de l'énergie pour construire dans votre vie. Mais la majorité du monde ont abandonné ce qu'ils ont construit ou n'osent pas vouloir construire encore. Lorsque l'être humain touche à de l'intelligence, ce n'est plus lui qui dirige sa vie, ce n'est plus l'âme. C'est l'esprit. Puis l'esprit, c'est l'homme, puis l'âme, c'est l'homme. L'âme, c'est les pieds, puis l'esprit, c'est la tête. Tant que les pieds marchent n'importe où, ben la tête, elle suit, Elle n'a pas le choix. Fait que quand les pieds amènent la tête dans un bordel, ben la tête, elle voit du bordel. Elle peut pas rien faire d'autre. Ça n'empêche pas que c'est pas les pieds qui vont toujours contrôler. Puis lentement, les pieds, ben, ils disent à la tête, hey, t'as passé 5 clous, t'aurais-tu un moyen que tu checkes pour éviter que... Fait que lentement, le pied donne du pouvoir à la tête. C'est ce que l'ego fait quand il développe l'intellect. À un moment donné, la tête, elle développe des circuits, puis quand elle voit un clou, elle tasse le pied. Elle commence à le contrôler. Le pied est tout content, lui. Hey, j'ai réussi à avoir une tête qui ment, Oui, c'est beau. Quand l'ego dit, hey, là, moi, j'ai un mental qui me permet... Un jour, le mental va dire, mon petit, ça, c'est pas correct. L'ego va dire, ouais, mais j'aime ça. Le mental va dire, tu le fais pas pareil. Et à un moment donné, l'humain se fait avoir comme ça. L'humain se rend compte que il va quand même faire sa connerie, puis il en dort plus. Le mental lui dit. Là, lentement, le mental va être dissocié. Là, il rentre en contact avec l'intelligence, puis étant donné que l'ego a laissé le mental apprendre comment contrôler les choses, ben quand l'intelligence vient dire au mental quoi faire, le mental ne peut pas le savoir de lui-même, ben voilà, l'ego est fait. Alors lentement, les pieds disent à la tête, tu devrais me mettre des bons souliers en cuivre, tu devrais fouiller les boutiques, tu devrais... Puis lentement, la tête a fini par avoir assez de monopole, assez de libre arbitre, si on peut dire, comparé par rapport aux pieds, pour commencer à dire aux pieds, bon, ben là, tu marches pas dans le bout, aujourd'hui, tu marches à la salle. Puis là, non, tu marches pas nu pied, ne tente pas, là, on voit des souliers, là. Puis à un moment donné, oui, tu marches nu pied, ouais, mais c'est plein de roches, puis fait fret, tu marches nu pied pareil, t'sais. Puis là, un jour, la tête, elle va aller ramasser un coquillage dans le fond de l'océan, là, au Gunquit l'été, là, quand l'eau est à, je sais pas, de la glace bien raide, là. Ben, les pieds veulent pas y aller, ils sortent de l'eau bleue. La tête, elle va aller fouiller, les pieds suivent pareil. Là, les pieds commencent à maudire la tête. Puis à un moment donné, ben, la tête, elle finit par dire aux pieds, bon, ben là, les pieds, vous allez porter ma tête où moi, je vais vouloir aller. Les pieds n'iront plus dans les bordels. Moi, je vais là, les pieds vont suivre. Puis les pieds, ben, ils suivent. Ils puent, mais ils suivent. Alors, à un moment donné, lorsque le mental se dissocie de ce phénomène égoïque, l'être humain commence à réussir. Mais quand cela est en phase, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'intelligence, à un moment donné, l'être humain, il dit, il pense, il veut faire quelque chose, puis quand il le pense, c'est parce que c'est déjà là. Vous ne pouvez pas désirer une chose qui n'est pas là, parce que vous ne pouvez pas la désirer. L'âme ne désire qu'à partir de ce qu'il connaît. Ne désirant qu'à partir de ce qu'il connaît, il ne peut pas désirer quelque chose qu'il ne connaît pas. Et s'il le connaît, c'est parce que l'énergie le lui a amené. C'est là. C'est pas exprimé, c'est là. C'est en préparation. On bâtit les choses. Faut que, tu veux bouger des objets à distance, faut que l'interpréteur actionnel puisse le faire. Tant que ça, c'est pas suffisamment programmé, ça le fera pas. Alors, t'as beau vouloir, ça marchera pas plus. On bâtit les choses. Qu'est-ce que l'interpréteur actionnel? Pour plus tard. D'accord. Comment vient le savoir instantané? Avez-vous besoin d'une séance de concentration avant une conférence?
De temps en temps, je joue au ping-pong. Parce qu'on est dans une table de ping-pong. Ou bien non, je rencontre des employés. Ou bien non, je joue la flûte, n'est-ce pas? Ou bien non, avec certains problèmes, non. Non. S'il faudrait se concentrer, concentrer, ça commence par 3 lettres. Il y a beaucoup de choses comme ça, comme culpabilité, comme concentrer, comme, etc. Bon, comme culte. Ah, il y a bien des choses. Hein? Les 3 premières lettres, là, bien importantes dans bien des mots. Alors, n'est-ce pas, le concentrer? Non. Comment je fais une conférence? Eh bien, je fais tout ce que vous faites normalement, n'est-ce pas? Et puis après ça, je m'en vais m'asseoir ici, je fais une conférence. Et puis à la pause, je m'en vais faire un paquet d'autres choses. Et puis je continue à travailler sur d'autres bébelles parce qu'il y a des choses qui doivent être faites. Et puis par la suite, je viens faire la période de questions. Et puis demain, j'ai des émissions à faire à Québec. Et puis demain soir, j'ai une conférence à Québec. Et puis dimanche, j'ai une conférence ici qui dure 3 heures. Et puis, etc. Et puis, on n'a pas besoin de rien préparer. Et s'il faudrait que je prépare ou que je médite ou que je me concentre avant, qu'est-ce que ce serait que l'intelligence instantanée? L'intelligence instantanée, c'est génial, sauf que quand tu es pris dans le désert, ben, tu te concentres. Si t'es encore en vie quand tu te réveilles, ben là, tu as la réponse. Mais non. L'intelligence instantanée, la concentration, la méditation permet à l'âme de l'homme d'entrer en contact avec les annales akashiques, avec les plans astraux, avec la mémoire planétaire. Ce qui est extrêmement intéressant. L'intelligence instantanée, c'est instantané ou ça ne l'est pas. Si c'est instantané, ça vaut pas la peine de se préparer. D'où la facilité. Lorsque l'être humain a un contact avec l'intelligence instantanée, donc avec son esprit, et lorsqu'il accepte de laisser l'esprit s'exprimer malgré qu'il ne sait pas lui, ce que lui dit, il n'y a plus besoin de préparation. Je donne des conférences depuis 3 ans, tous les vendredis. J'en donne de temps en temps les mercredis en plus. J'en donne une fois par mois, 3 heures de temps. J'en donne régulièrement dans des congrès d'études et des symposiums. J'en donne à l'extérieur. J'en donne un peu partout. Et jamais je ne prépare les conférences et jamais je ne répète une conférence. Il peut arriver que pour expliquer à certaines personnes des choses neuves, je réexplique des petites choses que j'ai déjà dites, normalement dans d'autres mots. Imaginez-vous que s'il faudrait préparer, en plus du travail, parce que je dois aussi vivre, et je dois aussi m'amuser, et m'occuper de ma famille, et voyager, et faire bien des choses. Parce qu'il faudrait que je prépare tout ça, ça n'aurait plus aucun sens. Ça fait longtemps que j'aurais abdiqué. Alors, c'est extrêmement simple, n'est-ce pas? Je fais comme vous, je prends connaissance de la conférence ce soir. Ah, tiens, c'est bien ça. Bon. Et puis, je viens donner une conférence. C'est plus simple. Qu'est-ce qu'un interpréteur actionnel? L'interpréteur actionnel, c'est une partie de l'enveloppe vitale chérubinique qui entoure le périsprit de l'âme. C'est bien dit, hein? C'est une bébite qui permet à la pensée impuissante de l'homme de pouvoir manipuler le corps de l'homme. Alors l'homme se dit, la pensée a du pouvoir, de la puissance. Elle a juste la puissance de penser qu'elle en a. C'est fini là. Parce que je dis à un être humain, ta pensée peut même pas bouger ton bras. Il dit, ben oui, non, gars. Parfait, bouge ton oreille. Voilà. Voilà. Et quand tu cours, penses-tu à courir? Non. Une maudite chance que ta pensée, c'est pas elle qui te fait courir. Parce que tu courrais pas longtemps, t'aurais des bleus partout. À un moment donné, tu cours, tu visualises un obstacle en avant, tu continues à regarder en avant, tes jambes sautent par-dessus l'obstacle quand tu le regardes même plus, puis tu continues à courir. L'interpréteur actionnel, c'est quelque chose qui est vital, donc qui a la même nature, disons, d'expression que l'intelligence supramentale, mais elle était restrifiée, plus basse en vibration. Ça permet quoi? Ça permet à la pensée de dire « j'ai soif ». L'interpréteur, lui, quand il a appris à interpréter ce que la pensée fait, ben il tend le bras, il prend l'eau, puis il boit, puis il l'avale, puis il s'étouffe pas. La pensée, même pas besoin de penser, ça fait tout. Lorsque l'interpréteur actionnel apprend à interpréter d'autres phénomènes de pensée et à les induire différemment dans le corps ou à l'extérieur, ben, l'être humain peut faire bouger son oreille, l'être humain peut faire bouger les objets, l'être humain peut faire plein de choses. L'interpréteur rationnel, c'est ce qui permet à la pensée de l'homme de penser que c'est elle qui a le contrôle sur le corps. D'accord? La personne qui a une thrombose cérébrale, à un moment donné, il y a une partie du cerveau démolie, est paralysée. Elle a beau penser tant qu'elle voudra, ça ne changera rien. Par contre, si elle a la faculté de travailler avec son interpréteur actionnel, ce qu'on appelle dans un langage dont typique du centre, elle a la faculté de magnifier son corps,
Ben nécessairement, elle pourra réapprendre à réinduire. L'interpréteur va engendrer une mutation, c'est vital, ça se rapporte à la vie. Une mutation neuronique qui va permettre à la pensée et donc à l'interpréteur de découvrir d'autres cheminements qui vont permettre à la personne de récupérer lentement son corps. C'est ce que c'est l'interpréteur actionnel. La pensée, ça se sert de l'interpréteur. Pas d'interpréteur, la pensée, elle leur fait finir en maudit. Il peut rien faire. On Memphis, ça me fait penser à une question. Ça me fait dire une question. C'est quoi? Memphis, on trouve ça tout où? ça pour dire ça. Bon. Ben correct, ben bonne question. Perspicace question. Qu'est-ce que Memphis? Où on trouve ça? Cette technique. Non, c'est pas une technique, évidemment, c'est une technique. Bon, parce que monsieur ici fait le PMC, puis dans le PMC, il a appris la technique Menfi, parce qu'il veut vous dire que la technique Menfi, elle permet de menfiser. Bon. La technique Menfi permet de menfiser. C'est le terme, donc, qui se rapporte le plus à ce que l'on veut faire. Sauf que menfiser, on l'apprend n'importe où sur la planète. Lorsque l'être humain est prêt à menfiser, il menfise. Il y en a qui auront besoin de l'apprendre d'une façon plus cartésienne. Alors, évidemment, il y a des séminaires sur la technique Menfi. Sauf que d'autres humains qui n'appelleront pas ça comme ça, puis qui, à un moment donné, vont avoir la faculté de faire bouger un doigt sans effort musculaire nerveux. Un exemple, on vous hypnotise et puis on vous dit votre main, elle est légère, elle est légère, elle est légère, elle est légère. L'interpréteur actionnel souvent va fonctionner, mais toi, tu sens pas que tu forces. Tu peux la laisser là longtemps, ta main, puis les muscles ne seront pas fatigués. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la pensée, c'est l'interpréteur actionnel qui réagit à la pensée de l'autre. Et c'est un ordre vital qui va aux muscles faire lever le bras. Mais ce n'est pas une contraction musculaire, donc il n'y aura pas une crispation musculaire, une contraction des cellules musculaires. Oui. C'est ce qu'on appelle menfiser. Évidemment, si une personne apprend à menfiser, ben normalement, elle menfise. Est-ce qu'elle peut apprendre ça au centre? Oui. Tu dis qu'il faut se laisser guider par notre intuition. Hey, ces deux fait la publicité avec moi, hein? Cela veut dire que l'intuition vient de l'esprit. L'intuition vient Veut-il dire? L'intuition, c'est tout ce qui amène une connaissance ou un savoir à l'âme. Connaissance ou savoir que l'âme ne peut pas avoir parce que l'âme ne l'avait pas avant. L'intuition peut provenir de la mémoire astrale, la conscience collective, le monde de la mort, les voyeurs, les voyants, parce que les autres, ils appellent ça voyants, mais c'est pareil, parce que les voyants, bon. Les cartomanciens, tous les manciens, les prophètes et tous ceux-là ont une intuition souvent qui provient du monde de la mort. Donc, qui est astral, c'est-à-dire qui n'est pas relié à l'intelligence. L'intuition astrale peut être manipulée par l'intelligence comme elle peut ne pas l'être, c'est mécanique. Et il y a l'intuition supramentale qui permet à l'humain d'amener quelque chose de totalement neuf sur la planète. Le bonhomme qui a écrit la cosmogonie d'Urantia, psychiatre, était manipulé par de l'intelligence. Il y avait des raisons pourquoi il l'a amené. Comme Alice Bailey, comme un paquet d'autres, avaient des raisons intelligentes. Eux ne l'avaient pas, mais il y avait des raisons intelligentes pour que eux l'amènent. Alors, c'était une forme d'intuition. Ils n'ont pas vécu plus heureux pour cela parce que l'intuition intelligente ne leur permettait que d'écrire des choses, mais pas de les comprendre. Et l'intuition astrale qu'ils avaient développée par leur sensibilité, les amenait à vivre ce que la majorité des humains qui ont une forme d'intuition vont vivre. Alors, l'intuition peut provenir de l'esprit et provient souvent du monde de la mort, de l'âme planétaire, du ciel. Et c'est pourquoi l'être humain doit arriver un jour à discerner. Et comment on discerne? La meilleure façon, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Alors, à un moment donné, j'ai le feeling de boire ceci ou de faire cela. Et puis, après ça, je me dis, c'est-tu brillant de le faire? Et puis, ça me dit, hey, c'est moi qui te le dis. Toi, là, on t'a pas appelé, là. Est-ce que c'est brillant de le faire? Ben oui, c'est brillant, ta gueule! L'être humain doit rester son seul maître. De cette façon-là, si l'esprit passe, il le reconnaîtra, puis si c'est l'absurdité ou l'ignorance ou l'astralité, ou les mondes de la mort, ou les maîtres, ou les gourous, ou tout ce genre de choses qui vient lui parler, même si ça lui plaît bien gros, parce que ça lui permet de vivre du snobisme de l'évolution, mais il sera capable, à un moment donné, de discerner des choses intéressantes, des choses qui ne sont pas écologiques. Quelle différence entre de la conscience et de la pensée? Première question.
La conscience est un état vibratoire qui ne demande pas la pensée pour être su. La pensée, c'est l'expression mémorielle de ce qu'a été la conscience. Tu rentres dans une pièce, tu écoutes. Tu es conscient de tout ce qui se passe. Il y a un bruit, tac, et là tu te dis, ah, il y a quelque chose là-bas. Ça, c'est la pensée de la conscience. T'es plus conscient. T'es conscient de ta pensée. T'es conscient de ta mémoire. Sauf que si tu restes totalement conscient, ça fait toc. Ça fait toc. Tu sais que ça se rapproche, mais tu n'as pas besoin de le penser. Tu le sais. Et si c'est quelque chose de dangereux, ben tu feras toc quand ça passera. Tu n'auras pas pensé. Mais si tu parles, toc. Toc. Rapproche. Toc. Genre. Ça, c'est la pensée. Il y a une différence majeure. Une question, mon tour. C'est quoi la conférence la semaine prochaine? La conférence la semaine prochaine. Hein, c'est un bon moyen d'introduire Mario. Là? Le rôle cosmique de l'homme. Oh, parfait ça. Faut que je me prépare. En bonne semaine, prenez-vous pas au sérieux, amusez-vous bien. Il n'y a plus de neige, là. Hein? Merci, Daniel. C'est à mon tour.